Donc, bonjour à tous. Merci pour votre disponibilité à être présent, connecté, encore toujours à suivre nos webinars. Bienvenue à nos conférenciers aussi, qui je remercie pour leur travail et leur disponibilité à partager leur expérience. Euh, alors, désolé, je croyais que ça fonctionnait comme ça. Non. Donc aujourd'hui, nous avons organisé avec le docteur Renoir, le docteur Palassi, en quoi les facteurs humains peuvent aider à sortir de la crise, puisque je pense qu'il faut se préparer à, on a enfin une date de reprise à retourner à nos activités professionnelles. Il faudra prendre des mesures sécuritaires drastiques. Pour certains, beaucoup les connaissent. Je pense qu'il faut peut-être réimplémenter certains process dans toutes nos activités pour assurer notre sécurité, celle de nos collaborateurs et pour vous, de vos patients. Donc, nous pourrons aujourd'hui bénéficier de l'expérience du docteur Renoir sur le sujet et du docteur Palassi, que je remercie aussi pour partager avec nous son expérience en tant que copilote. Et voilà, parce que vous partagez, je pense, la même passion qui était le pilotage. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un autre domaine pour voilà, partager avec la communauté. Pour ceux qui ne connaissent pas Southern Implant, nous sommes fabricants de dispositifs médicaux innovants qui permettent la réhabilitation en chirurgie orale. Et bon, pendant cette période, nous avions à cœur de pouvoir apporter quelque chose. Alors, la seule façon que nous pouvions aider la communauté, c'était en organisant des webinars. Donc, nous avons organisé tout un programme de webinars qui se déroulera jusqu'au 5 mai. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour prendre de nouvelles informations et vous préparer aux futurs mois qui arrivent et qui seront différents de ce qu'on a pu connaître auparavant. Donc, demain, nous aurons notre séminaire avec Jean-Pierre Gardela, le docteur Bellé et le docteur Ballan sur la gestion du secteur antérieur de la clinique au laboratoire. Donc là, effectivement, demain, on repassera sur un aspect plus technique. Et donc, je vais laisser la parole au docteur Renoir et au docteur Palassi, voilà, nous faire un petit peu état de leur vision des choses et de leur expérience pour nous aider à repartir du bon pied ces prochaines semaines. Patrick, je te laisse peut-être Oui, dire quelques petits mots. bien sûr, Et bien puis, sûr. moi, je vais couper ma caméra pour vous laisser un petit peu plus de disponibilité. Alors, juste pour le fonctionnement de Zoom, parce qu'on essaye quand même d'avoir quelque chose d'assez interactif. Cependant, on vous demandera de pouvoir diriger vos questions. Il y a un menu qui s'appelle Q&R pour que justement Patrick puisse récoller l'ensemble des questions dans ce menu Q&R afin qu'il puisse interagir avec le docteur Renoir, lui poser toutes les questions que vous semblez pertinentes pour vous apporter davantage d'informations. Donc voilà, on vous le répétera, effectivement, parce qu'il y a un menu conversé, effectivement, c'est plus pour se saluer entre nous, mais après, pour les questions spécifiques à la conférence, s'il vous plaît, voilà, posez-les dans ce menu QR. Voilà, je vous remercie pour votre attention et Patrick et Franck, Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. À tout à l'heure. parfait. Merci Emmanuel. Bonjour. Voilà. Voilà, très bien. Parfait. Donc, bonjour à tous. Bon, d'abord, Franck, bonjour. Juste, je dois vous dire que c'est un grand plaisir pour moi de passer cette séance avec Franck. Franck est un ami de 35 ans. Ça commence à faire. Et donc, ça veut dire qu'à nous deux, on a vu des épreuves, on a progressé. Et je pense qu'à nous deux, on a fait beaucoup de choses et on a quand même 70 ans d'expérience cumulée, ce qui commence à faire quelque chose quand on parle d'implantologie. C'est pas très bon d'avoir de cumuler 70 ans, mais d'un autre côté, c'est pas mal aussi parce que ça permet de réfléchir. Et je pense que tout ce que va vous dire Franck ce matin est extraordinaire et vous allez voir que c'est une vue réaliste de ce qui se passe et on est loin des petits gadgets et des petites choses qui minent l'implantologie aujourd'hui. Donc, Franck, quand on parle de copilote, je me souviens qu'il y a peut-être 25 ans de ça, on avait fait un petit tour en avion sur le Robin au-dessus de Cassis et du Castellet. Et c'est ce qui avait déterminé ta passion pour l'hélicoptère. C'est Voilà. vrai que Donc, c'est la on va première fois que maintenant. je Ouais, tenais le monde en avion et c'est grâce à toi et ça, je ne l'oublierai jamais. voilà, et c'était le grand plaisir. Allez, à toi, Franck.
Très bien, merci beaucoup, chers amis. Je vais partager mon écran et on en est ici. Voilà, je partage mon écran. Hop. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire que ni Patrick ni moi n'avons de conflit d'intérêt dans cette présentation, que nous n'avons pas d'honoraires et que c'est avec vraiment beaucoup de plaisir qu'on a répondu à l'appel de la société Southern Implant qui a eu cette intelligence de nous permettre de parler de ce qu'on appelle les facteurs non techniques. Alors, je vais vous parler des facteurs humains et organisationnels. Pour ça, je m'appuie sur l'expérience du cabinet 26K et de toutes les réflexions que nous avons eues avec l'équipe au cabinet, et puis sur l'association Facteurs Humains en Santé. C'est une association qui regroupe des médecins, des pilotes, des contrôleurs aériens, des sociologues, des infirmiers, etc., et puis des dentistes. Et nous travaillons sur les protocoles pour améliorer la sécurité médicale. Alors, cette photo que je vous mets en introduction est une photo ancienne où on travaillait avec relativement peu de protection. Nous avions des visiteurs qui venaient nous voir et voilà, ça c'est le passé. Mais je voudrais vous rappeler juste, enfin vous dire que quand j'ai commencé à travailler à la fac, donc c'était à la faculté avant 1982, on faisait les soins et la chirurgie sans gants et sans masque. On travaillait, c'était naturel, on se lavait les mains, on mettait un peu d'eau de javel et on travaillait sans gants et sans masque. Et ce qui nous a fait changer, c'est l'arrivée du sida. Et le sida est un bouleversement dans le monde médical et dans le monde dentaire. Et à la suite du sida, il a fallu apprendre à travailler différemment. Et je me rappelle que les confrères étaient beaucoup réticents parce qu'avec les gants, ils se sentaient moins bien, ils avaient moins de sensations. Et puis aujourd'hui, qui penserait à travailler sans masque et sans gants? Eh bien là, nous sommes confrontés à un nouveau défi. Le défi du sida, c'était le défi des projections. Donc, on s'est protégé des projections. Le défi du Covid, c'est le défi des aérosols. Et donc, c'est une nouvelle problématique. Et donc, on va aborder ce matin cette problématique. Et j'aurais d'abord bien remettre les choses dans leur contexte. La profession dentaire et la profession à risque plus pour le Covid-19. Nous sommes les personnes les plus impactées puisque nous travaillons à 20 cm de la bouche des patients avec des aérosols. Et vous voyez de cette étude américaine, les hygiénistes dentaires. Alors, heureusement, en France, les hygiénistes sont interdites. Donc, comme ça, voilà, par la bienveillance de nos autorités, pour ceux qui ne sont pas dentistes, c'est de l'ironie, c'est un scandale, mais les hygiénistes dentaires qui passent leur temps à travailler avec des ultrasons sont les personnes les plus impactées par ce risque Covid. Mais vous voyez que les dentistes et chirurgiens également. Et donc, ce Covid est un risque nouveau qui est en train qui est arrivé brutalement. Et on va évoquer ce problème. Et dans cette présentation, donc vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, je vais d'abord faire juste un tout petit aparté sur la nécessité de revenir à l'essentiel. Puis après, je vous présenterai les défis de la reprise et vous verrez que c'est une approche inhabituelle. Et puis, je vous parlerai des outils à disposition. Et ça fait partie. C'est tiré surtout de mon expérience d'aviation et puis après de mon contact avec les centrales nucléaires et différents organismes. Revenir sur Terre, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'étais un peu surpris par la capacité qu'ont des consoeurs et confrères à être devenus des grands spécialistes de virologie, d'épidémiologie, de Covid-19, etc. Et je suis assez étonné de voir de temps en temps des gens qui sortent de leur grotte et qui viennent nous expliquer qu'en fait, le Covid était inventé par les Chinois à partir du sida, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et hormis le côté anecdotique, on peut se poser la question pourquoi on a besoin globalement de relayer ces informations qui sont pour la majorité des fake news, évidemment. Et je voudrais pour ça partager une histoire avec vous. C'est une histoire un peu ancienne puisqu'on est en 1937 et nous sommes en Inde. Et en 1937, en Inde, on a eu le plus gros tremblement de terre de l'histoire de l'Inde, 8,7 sur l'échelle de Richter. Et la particularité, c'est que
une population entière qui a été confinée, c'est-à-dire qui n'avait plus de relation avec l'extérieur, a créé collectivement une rumeur, une fake news, comme quoi il y allait y avoir des répliques sismiques extrêmement fortes. Et tout le monde a partagé cette information, et donc c'était extrêmement stressant. Eh bien, en 1957, il y a un Américain de Palo Alto, M. Festinger, qui a proposé que cette rumeur était liée au fait que les personnes ne pouvaient pas rester stressées, puisqu'ils étaient très stressés. Les maisons étaient détruites, enfin, c'était très difficile, mais ils ne pouvaient pas rester stressés sans raison. Et donc, ils se sont créés une raison d'être stressés. Et on reviendra après sur ça. Mais je pense qu'on peut utiliser cette histoire dans notre monde, où cette nécessité de reporter des informations qui ne sont absolument pas vérifiées, qui viennent de LCI, qui viennent de BFM, etc., et en faire, il n'y a pas de fumée sans feu, en fait, se justifie par le fait que ce Covid nous stresse, nous angoisse, on ne sait pas comment faire, ça fait 1 mois et demi qu'on ne travaille pas, on ne sait pas comment on va refaire pour retravailler, il y a beaucoup de problèmes à gérer, et donc on va justifier notre stress global par ces informations, ces rumeurs. Donc je recommande à mes consoeurs et confrères de revenir sur Terre, revenir à l'essentiel. Nos ressources cognitives mentales sont limitées, et si jamais on veut pouvoir aborder le challenge que nous avons, le défi que nous avons, il va falloir se mobiliser pleinement. Donc ça, c'était le petit point. Quel est le défi de la reprise? Alors, probablement qu'avec votre approche technique, le défi de la reprise, vous le voyez sur le problème, on n'a pas de blues, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Je vais essayer d'avoir une approche complètement différente en utilisant ce qu'on appelle les facteurs humains et organisationnels. Alors, tout d'abord, on va parler du risque. Le risque se définit par la dangerosité multipliée par la fréquence. Et là, nous sommes face à un risque sanitaire. Eh bien, on peut dire que pour la première fois, le monde dentaire, mais en fait le monde en général, est confronté à un risque important. Alors, chez les dentistes, nous avons évidemment des risques, par exemple l'arrêt cardiaque sur le fauteuil, c'est un risque qui a une dangerosité forte parce que nous ne sommes pas habitués que la mise en œuvre de la réanimation n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, heureusement. Mais par contre, on a une fréquence qui est très faible. Statistiquement, peut-être 1 ou 2 fois dans une carrière. Donc, on a un risque élevé, mais la fréquence est très faible. Là, maintenant, on a quelque chose de nouveau, ce fameux Covid. Le R0, sa dispersion a été considérée à 2,5. Le Premier ministre parlait de 6,7 lors de son allocution de dimanche. Et puis, des informations, alors je n'ai pas les supports scientifiques pour vous le dire, les informations parlent d'un R0 à 15, entre 13 et 15, ce qui est énorme. Donc, on considère qu'on est face à un risque nouveau. Et je voudrais que juste vous preniez 5 secondes et que vous notiez, alors ça serait bien de le noter physiquement ou de le dire à haute voix, quel est pour vous le risque sur une échelle de 10 de ce Covid-19 ? À combien vous l'estimez? Entre 0 et 10. Voilà, donc vous avez maintenant un chiffre et on va garder ce chiffre pendant toute la présentation. Alors, quel est le problème de ce risque? Eh bien, le problème, c'est ce monsieur Eric Hollningen, qui l'a mis en état, qu'on a parlé le premier, c'est qu'on va être confronté maintenant à une balance qui est d'un côté l'efficience de nos travaux, de notre profession, et d'un autre côté la qualité, donc la sécurité de notre profession. C'est quoi l'efficience? L'efficience, c'est l'efficacité globale. Imaginez que Patrick ait besoin d'aller du Prado à Notre-Dame-de-la-Garde, eh bien, il peut y aller en vélo, il peut y aller à pied, il peut y aller en voiture, il peut y aller en bus, il peut y aller en taxi. Tout ça, c'est efficace. Il va réussir. Par contre, l'efficience, c'est-à-dire le coût, la sécurité, le fait de ne pas polluer, etc., sera différent. Donc, nous, on a une profession qu'on veut globalement efficiente. Mais de l'autre côté, vous avez la sécurité. Et alors, le problème que l'on a, c'est que ce n'est pas possible de faire
de la qualité, donc de la sécurité, en travaillant rapidement et en travaillant pas cher. Et chez les dentistes, on a une nouvelle convention qui fait qu'il y a un problème de rentabilité globale des cabinets et qui se gère par une augmentation de la fréquence des soins. Et là, vous comprenez que face à ce Covid, eh bien, on est face à une nouvelle équation et pour laquelle on va avoir du mal à trouver la solution. Alors, c'est vrai pour les dentistes, mais c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour les avions. Comment on va faire pour rentabiliser un avion si on met qu'une personne tous les 2 sièges? Comment on fait pour rentabiliser un restaurant? Comment on fait pour faire fonctionner une centrale nucléaire si vous pouvez avoir que la moitié des personnes, etc., etc. Donc, vous comprenez la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Le deuxième problème qu'on va avoir, et je tire cette publication, alors vous n'avez pas besoin de la lire, je vais vous la résumer très simplement. Cette publication vient de l'Université de Michigan, aux États-Unis. Et Harold Pinsky, qui est le troisième auteur, est un chirurgien dentiste et qui est pilote, commandant de bord A330. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude? Ils ont demandé à des étudiants de 3e et 4e année de faire de la réanimation cardiovasculaire sur des mannequins soudainement. Allez-y, on le fait. Je vous fais court les résultats. Sur les 68 étudiants, vous avez seulement 15% qui ont été capables de réanimer les mannequins en temps et d'utiliser la machine. Ils savaient où était l'oxygène, comment on faisait les branchements, etc. 15%. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est que 100% des étudiants étaient capables de verbaliser la procédure. Donc, ils savaient comment il fallait faire, mais ils n'étaient pas capables de le faire. Et aujourd'hui, avec ce Covid, nous recevons des informations de partout. Nous avons tous des protocoles et des surprotocoles et encore des protocoles. Et ce que je peux vous assurer, c'est que le lundi 11, en supposant que vous ouvriez votre cabinet, la mise en œuvre de ces protocoles sera très difficile. Et pourquoi? Parce qu'il faut faire la différence entre la connaissance, qui sont des briques d'information, et l'expérience, dont parlait Patrick en introduction. L'expérience va demander d'utiliser ces briques, de les rassembler les unes avec les autres et de pouvoir les assembler de façon cohérente, de telle façon qu'elles aient une signification et qu'on puisse l'utiliser. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'aujourd'hui, ces connaissances de protocoles nouveaux que l'on doit appliquer dans nos cabinets ne pourront vraiment se mettre en place qu'après répétition, et on verra ça dans la seconde partie de notre présentation. Là, je vous donne deux séries de signes. Donc, vous avez des lettres et vous lisez toutes et tous ABC. Vous avez des chiffres, vous lisez toutes et tous 12, 13, 14. Eh bien, en fait, là, ici, j'ai marqué 13. Ça, c'est marqué B. C'est tiré du livre de Kahneman, Système 1, Système 2. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez, et nous avons, parce que notre cerveau aime la cohérence, nous avons simplifié l'analyse de ces informations. Et quand vous avez un signe entre deux lettres, a priori, c'est une lettre. Si vous avez un signe entre deux chiffres, a priori, c'est un chiffre. Voilà, c'est comme ça, c'est cohérent. Mais vous comprenez bien que c'est un raccourci d'esprit qui fait que nous allons analyser de façon la plus simpliste, la plus efficace, ces informations. Et ça, c'est un des problèmes de notre cerveau, et on va y revenir, c'est que nous analysons nos informations le plus souvent de façon assez simpliste, assez efficace, et je vais revenir sur ce problème. Comment ça marche? Kahneman, cet Américain qui a eu un prix Nobel pour ses travaux, suggère que le cerveau ne travaille pas par structure anatomique, où vous avez ça qui fait ça qui fait ça, etc. Mais le cerveau travaille par système. Et donc, vous avez deux systèmes. Vous avez le système 1 qui est rapide, inconscient, automatique, qu'on utilise tout le temps et qui est sujet à faire des erreurs. Et puis, vous avez un autre système qui est lent, qui est conscient, mais qui demande des efforts, qui est utilisé pour les décisions complexes, mais lui, il est fiable. Alors, pour vous faire comprendre, 2 fois 2, ça c'est système 1, 47 fois 73, c'est système 2. Alors, si je vous dis 47 fois 73,
en fait, vous n'allez pas le faire. Vous n'avez pas envie de le faire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous n'avons pas envie de passer notre temps en système 2. Nous, un Français qui s'appelle Fradin et qui a travaillé sur le stress, lui parle de système automatique et système préfrontal. Il dit que dans 80% du temps, en fait, nous sommes en système automatique. Eh bien, quand nous allons le 11 mai rentrer dans notre cabinet, ce que je peux vous assurer, c'est que ça va être difficile de passer d'être en système 2 et d'affronter des situations nouvelles, des protocoles nouveaux, et qu'on va plutôt avoir tendance à rester dans nos habitudes et dans notre système. Un autre problème qui se pose à nous, je vais vous demander juste une seconde. Vous arrêtez. Complètement. Voilà, c'était juste une petite mise en place. Un autre problème qui se pose à nous, c'est ce qu'on appelle la normalisation de la déviance. La normalisation de la déviance, c'est quelque chose qui s'explique de la manière suivante. Là, nous avons une norme. Donc ça, c'est ce que l'on a appris face au Covid. Nous avons un protocole d'entrée du patient, déplacement du patient, installation, etc. Eh bien, ce que je peux vous dire, ce n'est pas une hypothèse, c'est qu'après quelques jours, vous allez, et nous allons nous éloigner de notre norme. Et nous allons trouver toutes les bonnes excuses pour le faire, je vais revenir dessus. Et puis après quelques jours, nous allons être ici. Et puis après quelques jours, nous allons être ici. Pourquoi? Parce que, oui, mais on doit avoir un certain temps entre les patients. Oui, mais la dame qui est au-dessus, elle est tellement gentille. Et puis le monsieur, il faut absolument que je termine son travail parce qu'il y a le mariage du petit. Et puis ce monsieur, mais il a tellement mal. Et puis demain, il a un avion à prendre. Et puis, on va trouver toutes les bonnes excuses pour le faire. Et puis un jour, on va s'éloigner de notre norme. Et un jour, on va être tellement éloigné qu'on va être dans une zone à risque. Et ça, je peux vous assurer, c'est ce qui va se passer. On va à ce qu'on appelle la normalisation de la déviance. Et pourquoi on va le faire? Parce qu'encore une fois, notre cerveau a une particularité de fonctionnement qui s'appelle la dissonance cognitive. Alors, ce schéma le montre très bien. La dissonance cognitive, c'est notre propension à ne pas faire ce que l'on a en tête. C'est-à-dire quand nos actions s'éloignent de nos certitudes, de nos valeurs. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes toutes et tous inquiets du réchauffement climatique, mais ça n'empêche pas que dès qu'on va sortir de prison, à la première occasion, vous prendrez un avion pour aller au soleil. Vous avez des grosses voitures certainement, que vous avez Netflix pour regarder la télé, etc. Vous savez tous que ce n'est pas idéal pour le réchauffement. Il n'empêche qu'on a tous des bonnes raisons de le faire. Et dans la dissonance cognitive, ce qui est intéressant, c'est que nous justifions, quand vous agissez différemment de vos valeurs, eh bien rapidement, vous allez justifier votre action en diminuant votre niveau de valeur, par exemple. Et puis, vous changez encore un peu, et puis on va trouver encore une explication. C'est-à-dire qu'on a tendance à justifier le fait de s'éloigner de ce que nous avions dit au départ. Et je peux vous assurer que si on ne prend pas des précautions, que je vais vous décrire dans quelques minutes, au début, nous allons tous partir comme ça, gonflés à bloc, et puis après quelques jours, on va être là, et puis après, on va être là, et puis après, on va être là, et puis après, on va se retrouver comme ce qu'on faisait avant le Covid-19. Et parce que c'est la routine, parce que notre cerveau n'a pas envie de changer, parce que c'est comme ça. Et juste pour appuyer mon propos, je voudrais partager avec vous des observations cliniques qui ont été faites chez des patients qui ont des épilepsies très graves, alors très sévères, c'est-à-dire plusieurs épilepsies par jour. Et un des traitements, c'est de séparer les deux hémisphères par une chirurgie. Vous avez un réseau de fibres qui s'appelle le striatum et qui est sectionné. Et donc, on a l'habitude de dire que le cerveau gauche est le cerveau rationnel, intelligent, etc., alors que le cerveau droit serait le cerveau créatif. Ce qui est intéressant, c'est que ces patients ont des comportements a priori normaux, mais si jamais vous demandez à un de ces patients qui a eu donc cette section,
de prendre un verre d'eau. Donc, la personne prend son verre. Et après, vous lui dites pourquoi vous avez un verre d'eau. Et là, il va vous dire parce que j'ai soif. Quelle est la signification? C'est que on a l'impression que nous prenons des décisions et qu'après, nous faisons des actions. Et en fait, de plus en plus, les chercheurs en neurosciences pensent qu'on fait les choses et qu'après, on les explique rétrospectivement. Alors, c'est du extrêmement court, mais là, voilà la manière dont ça se passe. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que quand on va devoir affronter notre fainéantise cérébrale et passer en système 2, c'est-à-dire faire des efforts cognitifs pour le changer, eh bien, nous n'allons pas avoir vraiment envie de le faire. Et le pire, c'est que nous allons nous justifier à nous-mêmes le fait de nous éloigner de ces normes qui sont parfaitement établies. Un autre problème auquel nous allons être confrontés, c'est le paradoxe du stress. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du stress, on n'a pas le temps. Une vidéo sortira bientôt, là, que j'ai fait avec la société French Tooth la semaine prochaine, qui explique tout ça en détail. Mais pour faire très simple, le stress, c'est une réaction physiologique pour faire face à une menace. Le Covid, pour nous, est une menace. Et donc, nous allons ressentir de façon chronique cette agression liée au stress. Et une des manifestations cognitives du stress, c'est la limitation d'accès au cerveau préfrontal, le cerveau qui nous permet de gérer le système 2. Et pourquoi? Parce que quand vous êtes agressé, vous n'avez pas le temps de mettre dans la balance les différentes hypothèses, etc. Si vous avez un chien qui vient en hurlant vers vous, vous avez deux choses à faire, soit vous battre, soit fuir. Et donc, on déconnecte ce cerveau qui ne sert à rien. Et dans le meilleur des cas, on va donner la main à l'administrateur du cerveau qui, lui, gère le système 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas répété les procédures, si vous n'avez pas fait de la simulation, comme on fait dans un cockpit d'avion, comme on fait maintenant en médecine sur les mannequins intelligents, eh bien, et que vous laissez votre administrateur gérer parce que vous êtes stressé, eh bien, vous allez revenir au protocole habituel. C'est un biais cognitif et ce biais dont on parle maintenant beaucoup, eh bien, ce biais cognitif fait qu'on va faire ce qu'on a l'habitude de faire, même si ce n'est pas approprié. Et puis, si vous êtes très, très stressé, c'est le bodyguard qui prend la direction. Et là, c'est une autre histoire, on n'en parlera pas. Je voudrais partager avec vous une histoire qui est une histoire vraie, qui s'est passée à l'hôpital Trousseau dans le service de cancérologie infantile. Et donc, on ne va pas tout lire, on va juste s'intéresser aux deux premiers paragraphes. Donc, c'est une infirmière qui est motivée, qui est compétente et qui doit faire 18 mois. Donc, vous imaginez la charge émotionnelle. Donc, je lis. Ça ne fait pas très longtemps que j'étais en poste. On m'a demandé de rester plus longtemps parce que ce jour-là, il manquait de personnel. Donc, vous imaginez déjà un contexte. Vous avez quelqu'un qui est probablement en surcharge de travail. Il n'y a pas beaucoup de monde. Elle est en train d'atterrir parce qu'elle va quitter son poste, comme vous, à 7h ou 8h le soir. Et puis, là, on dit, ah non, il y a une urgence. Il faut remise de gaz. On sait que, il faut se remettre en route. Alors, l'enfant devait avoir une injection de chimiothérapie. C'était un produit peu utilisé, car pas très répandu. Et moi, je n'étais pas là depuis très longtemps. Je n'avais pas eu l'occasion de l'injecter. Donc ça, c'est nous face à notre Covid-19. On n'a pas vraiment l'habitude, on a des protocoles, on a des choses à faire, mais on veut bien faire, mais voilà. Là, la jeune infirmière réalise son calcul de dose dans le poste de soins et le fait contresigner par une collègue. Donc, j'imagine que vous vous revoyez un jour, je me revois, où vous avez votre assistante ou quelqu'un qui vient vous voir en vous demandant une information. Oui. Et puis, vous ne lisez pas, vous signez le papier, vous dites non, mais c'est d'accord. Voilà. Donc là, vous avez un contrôle croisé qui n'est pas efficace. Je suis allé voir l'enfant, mais pendant l'injection, la professionnelle est prise d'un doute. Je me suis dit, c'est quand même étrange parce que j'injectais d'habitude 0,2 à 0,3 mm. Et là, je suis arrivé avec une seringue qui était bien remplie. Je me suis dit que ce n'était pas normal, mais j'ai pourtant continué à injecter. C'est-à-dire que vous avez la personne
fatigué, stressé, qui n'a pas d'aide extérieure, qui arrive avec sa seringue pleine, qui commence à injecter, qui se dit « ça ne va pas » et qui continue à injecter. Et en fait, évidemment, cette personne n'est pas à blâmer, elle est à féliciter de nous partager son aventure parce que ça nous aide. Ce qui s'est passé pour cette personne, c'est que, eh bien, avec son stress, sa fatigue, elle avait certainement du mal à être dans le système 2, dans le cerveau intelligent. Elle était en routine, elle fait une action et puis le cerveau justifie son action. Et puis, en fait, vous savez que s'il ne faut pas le faire, mais vous êtes un peu tunnelisé, vous êtes dans un entonnoir et vous continuez à le faire. Je vous partage cette histoire parce que cette chose risque de nous arriver. C'est-à-dire qu'on va avoir conscience que ça ne va être pas simple, mais on trouvera les bonnes justifications pour le faire. Et là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais attends, quand même, de quoi il nous parle? On n'est pas un service de chimiothérapie d'enfants. D'accord. À quel niveau de risque avez-vous mis le Covid sur votre bout de papier? Voilà. N'oubliez jamais que cette infection est une réelle infection et qu'il y en a un risque important. Gardez toujours ça en tête. Le dernier point auquel on va être confronté, c'est le fait qu'on risque, en étant focalisé sur le Covid, de laisser d'autres facteurs importants sur la touche. Les patients qui vont être allergiques, les patients sous anticoagulants, etc. Ça, c'est tiré d'un rapport que j'ai eu dans le groupe Facteurs Humains en Santé. On a un groupe de travail. Et dès le début, il y a eu un message d'un des médecins anesthésistes qui disait « Attention, on a reçu un patient qui avait les signes pulmonaires, saturation à 80%. On l'a regardé, on a fait les analyses, ce n'était pas un Covid, on lui a dit « tout va bien » et on l'a renvoyé chez lui. » C'est-à-dire qu'il était tellement content que ce n'était pas le Covid que le patient était quand même malade. Vous n'avez pas une saturation à 80% comme ça pour rien. Donc, faites attention à ce que ce problème du Covid n'efface pas les problèmes qu'on va avoir tous les jours. Donc, je vais parler des outils. Est-ce que, Patrick, il y a des questions? Oui, j'allais te dire. Bon, d'une part, les quelques réponses qu'on a eues, s'ils mettaient le risque entre 8 et 9. C'est ça. Moi, c'est tout à fait ce qu'on pense. Hein? C'est ce qu'on pense, ouais. Ce qui veut dire quand on a 8 et 9, on a tendance à paniquer et on oublie, comme tu le dis, les facteurs importants. La deuxième chose, je pense, moi, c'est à rajouter, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut penser effectivement qu'on est maintenant face à un danger mortel. Mortel. C'est-à-dire que si une assistante fait une erreur, si vous faites une erreur, si on fait un problème quelconque, on peut attraper la maladie et puis on meurt. Ce n'est pas une rigolade, quoi. Donc, le problème maintenant, c'est qu'il faut arriver à mettre ce facteur de côté, se concentrer sur son boulot en se disant maintenant qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est exactement ce que tu veux dire. Ouais. Donc, pour ce, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, vous comprenez que dans cette reprise, je suis désolé d'être un peu pessimiste, mais c'est une réalité, il faut regarder les choses. Comme dit Patrick, nous sommes confrontés à un risque important. La dangerosité de cette maladie est importante. Hier, j'ai eu un confrère, je pense que Jérôme, tu es en ligne, d'après ce que tu m'as dit hier, qui est passé, lui, en réanimation, ce qu'il m'a raconté, je peux vous assurer. Il s'en est sorti, et grâce à Dieu ou grâce à qui vous voulez, mais ce qu'il m'a raconté, c'est vraiment dramatique. Hein. C'est une épreuve très, 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 très pénible. Donc, on est vraiment face à un risque. Il va falloir, on a des outils, on sait le faire, hein, et les dentistes certainement mieux que les médecins, mais donc maintenant, on va parler des outils et on va recentrer la discussion. Alors ça, c'est ce que penser au pré-job briefing, se déclarer prêt. Alors ça, c'est ce que j'ai appris dans mes relations avec les centrales nucléaires. Et la première fois que j'ai vu sur un tableau se déclarer prêt, je me suis dit, ça, c'est un truc de scout. En fait, ce n'est pas un truc de scout, c'est hyper puissant. Ça veut dire quoi, se déclarer prêt? C'est-à-dire que vous avez vos ressources cognitives, mentales et physiques disponibles pour faire face à votre journée de travail, à un soin compliqué, et en aviation, c'est un vol, à ce que vous voulez. Vous êtes prêt. Se déclarer prêt, ça veut dire que vous avez les informations qui sont nécessaires à la mise en œuvre de votre procédure, vous avez compris ces informations
Et si jamais quelque chose ne se passait pas normalement pendant votre procédure, vous êtes capable de changer votre orientation. Et si jamais il se passe ça, ben je vais faire ça, etc. C'est exactement ce qui se passe dans un cockpit d'avion avant décollage. Eh bien, vous avez des informations, vous les avez perçues, par exemple la météo. Ce n'est pas le tout de prendre la météo, j'ai compris la météo. À partir de ces informations, je prends ma décision, je décolle ou pas. Et puis après, si jamais pendant le vol, la météo se dégrade, j'ai prévu l'aérodrome de déroutement, le retour, etc., un nouveau cap, etc. Voilà. Donc, je me déclare prêt. Et le pré-job briefing, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en œuvre dans vos cabinets. Le matin, par exemple, où vous prenez la liste de vos interventions, regardez si vous avez, par exemple, le temps, le fameux quart d'heure d'aération du cabinet entre chaque patient disponible. Est-ce que la durée des rendez-vous que vous avez le permet? Ça vous arrivait certainement de temps en temps d'avoir des patients qui arrivaient puis d'ouvrir le dossier en disant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça, c'est fini. Vous devez savoir le matin, dans l'organisation et même avant le matin, dans l'organisation de vos journées, on doit savoir exactement ce qu'on va faire. On va revenir à ça. Donc, j'ai mon pré-job briefing et je vais le faire aussi dans certaines interventions avant de rentrer dans la salle. On va parler du problème de la communication qui va se poser avec les nouveaux équipements. Donc, pré-job briefing, je me déclare prêt, j'ai mes informations, je les ai compris et si jamais il y a un truc qui ne va pas, je sais quoi faire. La deuxième chose, ça fait 15 ans maintenant que je parle des facteurs humains organisationnels dans le monde des dentistes et je crie à tout le monde d'utiliser des checklists. J'essaye de convaincre et je sais que c'est moyennement suivi. On m'écoute avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, mais je sais que très peu de mes consoeurs et confrères les utilisent. Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Il va falloir utiliser des checklists. Il va falloir mettre en place des checklists spécifiques Covid et des checklists d'intervention pour être sûr que vous ne faites plus d'erreurs. Patrick a bien insisté sur le fait, et je suis d'accord avec ceux qui ont mis 8-9 sur le niveau de risque, maintenant, on ne joue plus dans la même cour. Alors, avec le problème on a eu le problème avec le sida, où on a évolué, on a mis les gants, on a mis les masques, etc. Le sida, c'est un problème de projection, on sait le faire. Et encore une fois, les dentistes, bien mieux que toutes les autres professions médicales, certainement, à part les centres hospitaliers et les cliniques. Maintenant, on est dans un problème d'aérosol. On a une nouvelle problématique. Eh bien, il va falloir qu'on utilise tous les outils et les checklists en fait partie. C'est extrêmement efficace. La checklist en anesthésiologie, c'est 30% de mortalité en moins. Vous avez besoin de quoi pour vous être persuadé que ce sont des outils efficaces? Là, je voudrais partager avec vous pendant 2 minutes une checklist intubation Covid. Donc, le Covid, ça fait 2 mois que c'est en place et il y a des checklists qui ont été mises en place pour ça. Dès le début de la pandémie, dans le groupe Facteurs Humains en Santé, on a reçu des demandes express de checklists spécifiques intubation parce qu'il y avait un risque nouveau et que c'était impossible à gérer sans avoir des lignes guides. Alors, je ne vais pas tout vous lire, je vais juste m'arrêter sur 3-4 points. Le briefing est oral, lu à voix haute. Donc ça, c'est quelque chose dont nous, on n'a pas l'habitude. Dans un cockpit, on sait le faire. On sait dire voler, check, etc. On sait parler. Dans notre milieu, on a une certaine pudeur à le faire. Il va falloir apprendre à parler, il va falloir apprendre à exprimer, parce qu'entre penser les choses et les dire, ce n'est pas du tout les mêmes circuits neuronaux. Donc, apprenez à parler et à dire les choses. On a des leaders. Alors, le leader, ça, c'est juste un aparté. Ce n'est pas celui qui met des coups de pied au cul, mais c'est celui qui montre la direction. La priorité, donc là, c'est quelque chose qui est lu avant l'intubation, en dehors de la salle. La priorité est d'assurer la sécurité du personnel. On redéfinit la priorité, le principe de base. On doit focaliser maintenant notre attention sur notre sécurité puisque nous avons un risque fort. Et nos soins, on connaît la technique, mais on ne pourra pas faire de compromis. Il faut rester à notre niveau de sécurité et faire attention à ne pas descendre les échelles comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je ne vous lis pas toute la checklist parce que c'est un peu, ça ne nous intéresse pas,
Par contre, ici, en cas d'arrêt cardiaque, la priorité sera d'assurer l'oxygénation et la sécurité, etc. Ça, c'est le plan B. Si jamais quelque chose ne se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On anticipe les choses. Je suis sur ma checklist. Vidéo laryngoscope, la sonde est lubrifiée, le sparadrap est prêt. Et là, vous dites, attendez, les gars, ils vont intuber, ils ont des laryngoscopes avec des vidéos, ils sont à la high-tech et ils nous parlent de sparadrap. Eh bien, il faut comprendre que si vous n'avez pas le sparadrap, vous n'attachez pas votre sonde. Avec le Covid-19, mes chers amis, vous ne pouvez plus vous permettre de courir dans le cabinet, aller chercher les affaires. Vous ne pouvez plus vous permettre d'ouvrir les tiroirs toute la journée. Et tiens, il y a ça, mais je ne me rappelle plus, mais ça doit être à la stérilisation, mais ça doit être… C'est fini ça. Ça, c'est le monde d'avant. Et vous êtes en train de vous dire non, 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 non. Donc, vous descendez un petit peu l'échelle de la sécurité. Attention, le risque, c'est combien? OK? On ne peut plus se permettre de toucher au tiroir. Ça veut dire que vous devez anticiper ce que je vous disais avant, pré-job briefing. Alors ça, c'est une étude sur les checklists qui a été faite en Allemagne avec l'équipe de Neukamp. 40 chirurgies faites avec checklist, en phase 40 chirurgies sans checklist. Les gens qui ont utilisé des checklists ont trouvé qu'il y avait une meilleure communication, moins de stress, c'est-à-dire meilleur accès au cerveau préfrontal pour prendre des décisions système 2. Et surtout, ceux qui n'ont pas utilisé de checklist ont eu 43 incidents. Ceux qui ont utilisé la checklist ont eu 10 incidents. 43 contre 10. Il n'y a pas de commentaire. Vous devez utiliser des checklists. Il y en a pas mal. Cette checklist de Pinsky que je pourrais vous procurer. Vous demandez à Emmanuel Escalan de vous la procurer. Je vais lui donner. Peut être tout à fait utilisée dans cette perspective. La deuxième chose qu'on va faire, et Patrick a commencé à l'aborder, c'est la non-punition des erreurs. C'est quoi la non-punition des erreurs? C'est un concept de base en facteur humain organisationnel, de base. Et Christian Morel, qui a écrit son livre sur les décisions absurdes, qui a été considéré… Pardon, excuse-moi. Je peux te dire une question. Je pense une chose, tu parlais des checklists. C'est bien de parler des checklists du cabinet et de l'équipe soignante, bien sûr, mais peut-être qu'il faudrait que nous aussi, on se fasse notre checklist personnelle et que les deux se rejoignent. Parce que nous aussi, on arrive à l'intervention, tu vois, et je pense que notre checklist à nous doit être faite et doit être en relation avec les filles. Oui. Alors là, ça sera dans ma conclusion. On est en train de travailler au cabinet sur une checklist Covid. Ce n'est pas facile parce qu'il faut prendre les bons paramètres, etc. Pour l'instant, comme on n'a pas vraiment d'expérience, c'est un peu théorique, mais on va travailler dessus et dans les semaines qui viennent, vous aurez des checklists Covid spécifiques. Voilà, et qui seront en parallèle des checklists traditionnels de soins habituels. Mais on est en train de travailler dessus. Super. Donc, la non-punition des erreurs, ça veut dire quoi? Une erreur, c'est la définition, c'est quand vous avez une divergence entre ce que vous voulez faire et le résultat. C'est non intentionnel, non répétitif. Le matin, la jeune infirmière, elle ne s'est pas réveillée le matin en disant « Tiens, je vais injecter n'importe quoi au bébé ». Elle voulait tout faire bien et ça ne s'est pas bien passé parce que vous avez un contexte. Eh bien, il est maintenant crucial de permettre à vos assistantes et à vos collaborateurs de venir vous voir en disant « Excusez-moi, il y a un problème, mais là, j'ai fait une erreur ». Parce que si jamais vous ne le permettez pas et qu'un jour, vous avez un problème de stérilisation, vous avez un problème parce que le temps nécessaire au nettoyage n'a pas été suffisant, ça n'a pas été fait. Si vous ne permettez pas aux personnes autour de vous de vous dire « Docteur, attendez, là ça ne va pas, on ne peut pas décoller parce que la stérilisation n'a pas été bien faite. » Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La personne va savoir qu'il y a un problème, elle ne va pas le reporter, elle va mettre sous la moquette et vous allez vous retrouver dans un environnement avec un risque non contrôlé. Il faut libérer la parole. Ce n'est pas simple, hein? Ce n'est pas facile, mais il va falloir le faire. Si vous étiez médecin au Collège médical de New York,
vous auriez une brochure et c'est marqué dessus, l'erreur va arriver, l'homme est faillible. Comme les erreurs sont inévitables, des systèmes doivent être mis en œuvre pour les prévenir. L'erreur n'est pas synonyme de négligence et la culture qui voit l'erreur comme un problème individuel devrait être bannie. Enfin, il faut développer une culture qui encourage à rapporter ces erreurs. Ce sera la façon la plus efficace pour améliorer la sécurité de la pratique médicale. Ça s'appelle la culture juste. Donc, il faut apprendre maintenant à partager nos erreurs. Ce n'est pas une faute. La faute, c'est intentionnel, c'est la négligence. L'erreur, c'est « attendez, je me suis trompé dans le cycle de stérilisation, c'est pas, en fait, la boîte n'est pas stérile ». La conséquence, il faut reporter la chirurgie. D'accord, ok, personne n'est content, la personne qui a fait l'erreur, elle est malheureuse, elle est meurtrie, mais le patient n'a pas été opéré dans des conditions non acceptables. Qui en découle de ça, il va falloir instaurer le contrôle croisé. Le contrôle croisé dans un cockpit d'avion, on sait très bien ce que ça veut dire. On annonce quelque chose, la personne à côté regarde, check, j'ai contrôlé. Dans une centrale nucléaire, toute action irréversible est contrôlée avant la mise en œuvre, après la mise en œuvre par une tierce personne. Il va falloir apprendre à demander à personne autour de vous d'effectuer le contrôle croisé. Vous allez vérifier que le masque de votre assistante est en place. L'assistante va vérifier que votre masque est en place. Si jamais l'assistante voit que vous avez touché votre masque, elle doit être capable de vous dire « Docteur, s'il vous plaît, vous changez votre masque, vous nettoyez vos mains, vous remettez un masque. » C'est comme ça. Et vous dites « Non, non, attendez, là, ça commence à faire trop. » Ok, reprenez le chiffre de dangerosité que vous avez mis sur votre papier. Il faut faire face à ce risque. Et enfin, il va falloir faire attention à la communication. Alors, ce problème de communication, on l'a eu rapidement dans les débriefs des personnes dans les sections Covid, c'est-à-dire que le fait qu'on va être harnaché avec des cagoules qui vont nous prendre certainement en tout cas une grande partie du visage, on va avoir des masques qui vont nous prendre là, des protections oculaires, c'est-à-dire que toute la communication non verbale qu'on utilisait dans les cabinets, avec juste un signe, un petit bruit, etc., ça disparaît. Probablement, on va utiliser des aspirations plus puissantes, plus bruyantes, donc notre communication habituelle va disparaître. Il va falloir redéfinir la façon dont on communique et surtout, il va falloir se dire le maximum de choses avant de commencer à travailler. Ça s'appelle le pré-job briefing. Avant de rentrer en salle, on va envisager la situation et on va envisager les hypothèses. Et s'il se passe ça, on fait ça. Et s'il se passe ça, on fait ça. Sachez que les études montrent que cette étude sur 7000 causes profondes de complications médicales, dans 75%, c'est un problème de communication entre l'équipe, avec le patient, avec l'administration, avec pour nous le laboratoire, etc. On a un nouveau défi. Et vous avez Jérôme Cross, qui est un des membres fondateurs de l'association Facteurs Humains en Santé, qui a écrit ce livre. Et il a eu l'extrême élégance de le mettre en accès libre dès le début du Covid pour permettre aux consoeurs et aux confrères d'y avoir accès. C'est un peu éloigné de notre travail de tous les jours parce que ce sont d'autres contextes, mais je vous recommande de regarder pour bien comprendre le problème de communication, chose que nous abordons rarement dans nos formations. En conclusion, commencez par vous recentrer sur l'essentiel. Il faut reprendre la direction de nos opérations et je vous recommande très amicalement de ne plus passer autant de temps à écrire des lettres et des lettres sur Facebook. Ça ne sert strictement à rien. On a la preuve, soit les seules personnes qui sont d'accord avec vous, c'est ceux qui étaient déjà d'accord avec vous. Impliquez vos équipes. Vous ne pouvez pas arriver le lundi 11 en disant maintenant vous allez faire ça, ça et ça. Ça ne marche pas. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Nous, ce qu'on a fait au cabinet, on a une structure un peu lourde avec 17 personnes. C'est que dès qu'on a fermé le cabinet, on a fait des réunions par Internet et d'abord les cliniciens et on a défini les problèmes et on a commencé à aborder des solutions. Après, on a fait une réunion avec tous les collaborateurs du cabinet. On leur a dit voilà les problèmes que l'on a, voilà le problème du Covid.
qu'est-ce qu'on peut faire? Et la fois d'après, tout le monde est venu et je peux vous assurer qu'on était bluffé par leurs solutions qui rejoignaient ou dépassaient les nôtres. Et la culture de sécurité qu'on a à notre cabinet a fait que dès qu'on a eu le problème vraiment important du Covid, les assistantes d'elles-mêmes et les secrétaires ont fait par exemple ce protocole de nettoyage. On leur a rien demandé et un jour je suis passé au comptoir et j'ai vu ça et elles m'ont expliqué que tout le nettoyage, voilà, elles se répartissaient les rôles voilà. Et ça c'était en dehors de nous. Donc c'est l'idéal, c'est quand tout le monde a bien compris le problème et qu'on partage nos responsabilités. Développer des checklists, on l'a évoqué avec Patrick, on est en train de travailler dessus. Ce n'est pas simple, hein, la checklist, vous avez le nombre d'items, la manière de les présenter, etc. Faites des répétitions avant de commencer à soigner les patients. Vous ne pouvez pas arriver lundi et vous dire maintenant c'est bon. Ça, ce n'est pas possible. C'est comme dans un simulateur, on va répéter, répéter et on va essayer de faire passer le maximum d'informations en routine parce qu'on l'aura déjà fait. Ça sera plus logique, ça sera plus cohérent. Et puis enfin, instaurer des contrôles régulièrement parce qu'on va avoir tendance, quand je dis nous, moi, à nous éloigner des règles que nous avons définies. C'est normal, c'est juste humain. Et nous, ce qu'on a décidé au cabinet, c'est que tous les 15 jours, il va y avoir 2 personnes tirées au hasard, quel que soit leur niveau d'autorité dans notre structure, qui vont avoir comme fonction de vérifier un certain nombre de points qu'on va définir, nettoyage des paillasses, habillement, protocole, et puis qui auront un œil critique sur notre activité globale pour nous permettre justement, non pas de critiquer en disant c'est pas bien, mais en disant attention, vous êtes en train de vous éloigner, on revient aux règles de sécurité. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. On va pouvoir répondre à des questions s'il y en a. Et je vous recommande d'aller sur la chaîne YouTube Les Enfants du Facteur. Et vous avez plein de petits vidéos qui vous parlent de tout ce que je vous ai parlé, la non-punition des erreurs, les checklists, etc. Vous trouverez toutes ces informations très bien faites. Voilà. Oui, bravo Franck, c'est très très intéressant. Je pourrais rajouter 2 petites choses qui, tu vas voir, tu seras d'accord. C'est le problème des erreurs et il y a eu quelques questions à ce sujet-là. En fait, on doit être capable de nous-mêmes, comme tu l'as dit justement, c'est d'accepter que nous fassions des erreurs devant notre personnel. Et ce qui fait que si on est capable de dire que l'on fait des erreurs, notre personnel dira aussi qu'elle fait des erreurs. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme et expliquer à toutes les équipes qu'on n'a pas d'état d'âme devant l'asepsie et la rigueur. Voilà, on fait tous des erreurs, on se trompe tous. Il faut qu'on soit liés pour arriver à combattre contre ces problèmes-là. Effectivement, le bon point aussi, c'est de faire un tour avec les assistantes et de voir qui va faire le nettoyage quand et de faire une checklist là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, je pense que c'est ça. Si on arrive, nous, en tant que praticiens, à se concentrer complètement sur l'acte chirurgical, il faut qu'on puisse se concentrer. Parce que maintenant, la chirurgie ne sera plus la même. Et on l'a dit pendant la répétition, les actes où on arrive à passer des temps fous pour des petits détails, de prendre des petits morceaux d'os d'un côté, lever des vis et tout ça, avec des risques de complications, des risques de patients qui vont revenir en plus pour des problèmes, ça ne doit plus exister. Il faut simplifier nos traitements, être fiable, et c'est là que peut-être que les 35 ans d'expérience et les 70 répétés peuvent servir, et je pense qu'on aurait essayé de tous les deux ensemble de déterminer des protocoles et de simplifier le traitement pour qu'il marche. Parce que 3 séances d'un patient qui vient 3 fois pour une complication, ça va nous bloquer le cabinet. Ouais. Donc, il faut simplifier le traitement. Et si on se concentre sur l'acte chirurgical et qu'on a une confiance totale dans son équipe, mais que tout le monde travaille en collaboration, ben ça va marcher. Alors, j'ai une communication avec Ruben Rosenberg, que tu connais, Franck, de Santiago du Chili, qui est un praticien qui posait, avant le Covid, il posait entre 6 et 7 000 implants par an. C'est le type qui pose le plus d'implants au monde. Et il a repris le travail la semaine dernière. Et il m'a dit, les 2 premières interventions, j'étais mort de trouille. Un type qui pose 6 000 implants par an. On a fait exactement ce que toi, tu as dit, là, Franck. Et il me dit, maintenant, tu veux que je te dise, après mes 2 journées, j'ai mis 2 fois moins d'intervention, bien sûr,
mon équipe a fait ce qu'il fallait, on a eu la gestion, mais je suis sorti content. Et la troisième journée d'intervention, il m'a rappelé, il m'a dit, tu veux, je te dise, on est tellement rigoureux maintenant que j'ai plus peur d'aller au supermarché, au supermarket, comme il dit, faire ses courses, que d'opérer. C'est le bon point. C'est le bon point. Il faut qu'on arrive là, quoi. Ouais. D'accord? Et merci pour ta remarque, parce que j'ai oublié de citer une étude chinoise qui montre que si les dentistes sont en théorie, nous sommes la profession la plus à risque, en fait, en Chine, nous sommes la profession qui a le moins contaminé. Parce que nous avons déjà une culture de sécurité, nous avons des cycles de stérilisation. Allez chez votre gynéco ou chez votre ORL ou chez votre ophtalmo, vous allez voir comment ça se passe. J'imagine bien. Donc, c'est vrai que déjà, nous sommes extrêmement sécures. Il faut qu'on monte d'un cran, comme on l'a fait au moment du sida. On va monter d'un cran et probablement que très rapidement, pour les patients, c'est comme l'aviation, quand on dit le plus dangereux en avion, c'est quand on prend le taxi pour aller à l'aéroport. Et ben, le plus dangereux pour les patients, c'est quand ils prendront le métro pour venir chez vous, mais ça ne sera pas chez vous. Parce qu'on sait le faire. On sait le faire. Tout ce qu'on doit faire nouveau, ce n'est pas difficile. Hein. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'il faut qu'on accepte de forcer notre cerveau à faire des choses différentes et puis à ne pas être trop feignant. Mais une fois qu'on va rentrer en routine, on sait le faire. Aujourd'hui, vous imaginez travailler sans gants? Vous imaginez travailler sans masque? Eh bien, bientôt, vous n'allez pas imaginer travailler sans une visière, sans une charlotte, sans arrêter d'ouvrir les tiroirs sans arrêt dans la journée. Ce sera normal, c'est comme ça. Comme vous mettez votre ceinture de sécurité, vous rentrez dans votre voiture. Dans les années 60, les gens se battaient pour ne pas la mettre. Ce n'est pas un problème. Mais si vous n'êtes pas conscient, c'était le but de ma présentation, si vous n'êtes pas conscient de vos freins personnels, et quand je dis vous, je parle de moi aussi, de nos freins au changement, vous ne pourrez pas lutter contre ces freins. Mais on va y arriver, c'est évident. Je te parle de quelques questions, quelques remarques. Hein. Une, c'est que beaucoup de personnes aimeraient bien sûr avoir, premièrement, le premier tableau que tu as donné qui montrait les praticiens en tête du risque du danger. Et effectivement, c'est pas mal à montrer. Ça serait bien que tu puisses, Emmanuel, le faire passer. Tu sais, celui à voilà, exactement. Hop. Et d'ailleurs, regardez une chose. Pour nous, on voit que les plus dangereuses au monde, et dans notre métier, ce sont les hygiénistes. Mais comme il n'y a pas d'hygiéniste, ben c'est le travail d'assistante qui est le plus exposé. Ouais. Ça, donc, c'est bien. La deuxième chose, c'est que les checklists, tu as dit que tu allais les faire parvenir et Emmanuel les passera. Après, le problème, c'est chacun a une pratique. Chacun, c'est pas comme justement dans un avion, il y a une checklist par avion, qui n'est pas la même sur un Robin qu'un 747 ou un 777. Chacun va devoir adapter sa checklist à son cabinet, sa pratique. Et ça, il y a une demande pour faire des checklists pour les patients, bien sûr, mais vous devez faire une checklist pour voir ce que vous allez contrôler pour le patient, pour le faire rincer, se rincer avec la bétadine, de l'oxygéner, mettre les champs blouses et tout. Et cette checklist doit être peut-être affichée dans l'endroit où les gens vont s'habiller pour être sûr que le personnel ne fasse pas d'erreur. Je pense que tu es d'accord avec moi, Franck? Oui. Mais effectivement, le checklist est assez permanent. Il y a des questions maintenant sur comment mettre en place un système de checklist efficace dans le cabinet. On va vous donner des informations, enfin, vous donner des informations, puis après, chacun va faire son expérience et sa pratique, comme on a toujours fait, non? Il y a des facteurs qui sont indispensables, qu'on ne peut pas enlever. C'est ça. C'est-à-dire qu'une checklist, elle se fait en parlant des menaces. Oui. Quelles sont les menaces? En anglais, c'est threats. C'est plus parlant que la menace en français. Mais en fait, c'est ça. Quelles sont les menaces? Quel est le problème? Bon, le patient va arriver, il est Covid. On n'en sait rien, il est dans les 2 premiers jours. Il va être capable de souffler. Donc, quelle est la menace? Il a son masque. On va le contrôler. Checklist, le patient a bien son masque. Parce que si vous n'avez pas ça, c'est comme le sparadrap pendant l'intubation. Au début, vous faites attention, puis après, on fera moins attention. Et un jour, vous êtes fatigué, vous avez ce qu'on appelle l'interruption de tâche, vous avez le téléphone, le patient rentre, vous retournez comme avant le Covid, il n'a pas de masque, mais ce n'est pas grave, vous ne faites pas attention. Donc voilà, les checklists servent à nous remettre tout le temps
à notre niveau de sécurité, celui qu'on a défini au départ. On va vérifier le masque, on va vérifier les surchaussures si jamais vous pensez que c'est nécessaire. Et puis, petit à petit, voilà, que nous, on a bien notre FFP2, nos protections oculaires. Tout ça, on est en train de travailler dessus. Ça reste un peu théorique tant qu'on ne l'a pas appliqué et qu'on n'a pas eu des problèmes pour se dire attention, là, il y a eu un souci, ça fait 3 fois, on a une nouvelle menace qu'on n'avait pas prévue et on va travailler dessus. Il y avait une question, il y avait deux questions. Des questions qui sont relatives à la, comment s'appelle, au code, à la nomenclature et au fait comment faire facturer ces choses-là. Alors là, moi, je n'ai pas de réponse. Pour le moment, on est dans le flou total puisque toutes les cotations, tout ce qui a été fait en ne pensant pas au Covid. Maintenant, tout va changer. Donc, nous, on n'a pas de réponse. Je ne sais pas toi, Franck, si tu en as une. Moi, je n'en ai pas du tout. Non, il n'y a pas de réponse. Et c'est vrai que ça remet en cause beaucoup de choses comme les centres qu'on appelle low cost, qui étaient basés sur beaucoup de patients pas chers. Ça c'est pas possible. Et je pense que le bon point pour nous, en fait, si on veut sortir de là, c'est de montrer aux patients justement toute la rigueur que l'on a. C'est tout, c'est la différence. C'est-à-dire que les gens vont accepter de payer un supplément pour faire cela. J'ai discuté avec des confrères danois qui ont installé un surcoût d'asepsie. Et j'ai dit, mais les gens acceptent ça? Il me dit, très bien. Alors, je ne sais même pas si on a le droit de le faire. Mais ils l'ont fait. Il me dit, je n'ai pas vu un seul patient se plaindre parce qu'il avait coûté quelques euros de plus par intervention. Donc, je ne sais pas si c'est faisable, mais voilà ce qui est fait déjà au Danemark. Oui, la question, c'est une des questions, c'est si vous faites une erreur, en fait, comme vous ne pouvez pas parler, comment vous allez le dire devant le patient, Franck? Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, on a cette singularité par rapport à nos confrères chirurgiens qui font de la chirurgie générale, c'est qu'on a du mal à parler. Alors, sachez que de toute façon, avec l'arnachement que l'on va avoir, la communication et le bruit des aspirations, la communication habituelle va être limitée. Là, c'est à vous de définir avec vos collaborateurs, vos assistantes, une gestuelle. Poser les instruments, ça veut dire quelque chose. D'où l'intérêt du pré-job briefing. Voilà, si jamais je fais ça, ça veut dire. Voilà. Il va falloir repenser notre manière de penser, mais les erreurs, c'est surtout les erreurs extra-fauteuil, les erreurs de stérilisation, de préparation de patient, j'ai oublié de lui faire son bain de bouche, et le patient est déjà sur le fauteuil, j'ai oublié de faire son bain de bouche. Ne me dites pas que ce n'est pas possible, c'est évident que ça va arriver un jour. Il faut pouvoir dire, docteur, désolé, le bain de bouche n'a pas été fait. Allez, on repère 3 minutes, on refait le protocole. Voilà, c'est tout ce genre de détails. Mais ça se passe très bien. Hein. Je peux vous assurer que la gestion du personnel, je déteste ce terme de gestion de personnel parce que ça fait un peu. Mais à partir du moment où vous donnez des responsabilités aux gens, ils comprennent leur mission et c'est à eux de la remplir et vous êtes tributaire de leur mission. Donc, les gens sont ravis de travailler comme ça. Hein. Vous êtes ravis parce que ces gens vous aident. Tout à fait. En fait, il y a beaucoup de questions qui sont très pratiques en disant, par exemple, un cabinet sur 3 n'a pas d'assistante, c'est envisageable de reprendre des soins comme avant. Ben non, il va falloir tout changer. Là, il y a un vrai problème. Hein. Oui, il y a un vrai problème. Et ça, ce n'est pas de notre faute, hein, c'est le Covid qui a décidé ça. Mais il va falloir réorganiser, revoir, et les coûts vont augmenter de façon considérable. Et il y a des questions justement sur la cotation, sur les normes et tout, et on n'a pas de réponse. Juste on vous jette les choses telles qu'elles arrivent pour nous, et les problèmes que nous avons sont les mêmes que ceux que vous avez. Ouais. Absolument. Là, aujourd'hui, travailler sans assistante, c'est mort. Même pas en rêve, je pense. Bain de bouche à la bétadine ou chlorhexidine, bétadine et oxygéné. Oxygéné à 0,1, oui. Oxygéné 0,1. Donc là, j'ai déjà, moi, commandé pas mal de flacons de bétadine et d'oxygéné. Faites-le. Franck, je me suis permis de revenir, puisqu'en fait, il y a des questions qui se posent de part et d'autre, et notamment aussi dans l'onglet Converser, où il y a quelques questions, notamment sur est-ce que vous pensez que ces pratiques devront être appliquées dans le temps?
Bah, ouais. Je pense que Alors, ça, comme le est-ce que, sida, voilà, pensez-vous Ça va que la rentrer dans visière l'ordre. sera Oui, indispensable pour la suite de notre exercice? bien sûr, persuadé. persuadé aussi, On va pas en complètement. arrière. On C'est un nouveau reviendra. standard, c'est un nouveau Oui, standard qui vont sortir. oui, Alors, Patrick, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de te voir travailler depuis 15 ans et ça fait 15 ans que je te vois toujours avec la visière. Donc, pour toi, Oui. ça ne changera rien. C'est Non. déjà des protocoles qui sont appliqués depuis longue date. Mais Mhm. effectivement, ça va venir s'intégrer Tout dans va les nouveaux changer. protocoles. Tout le monde le dit, plus rien ne sera comme avant, et nous, il n'y a pas de raison qu'on change par rapport aux autres. C'est tout. oui. Dans les avions, dans les trains, dans les cabinets, partout, tout va changer. Et le problème, c'est que pour nous, ça va devenir un peu dramatique. Et beaucoup de praticiens pensent comment faire pour les masques FFP2. Oui, va falloir travailler avec des masques FFP2. Si vous n'avez pas de masque FFP2, vous allez pouvoir vous attraper. Est-ce que vous avez envie d'aller risque 8 sur 10, 9 sur 10 sans masque? Oui. Ah. Il y a une Malheureusement, vrai question problème. sur, il y a une question sur le bain de bouche. Est-ce que le patient est obligé de cracher, entraînant des aérosols? Ah, je pense qu'on ne va pas lui faire boire l'oxygéné. Oui. Et oui, A priori, ce qui crache, ce qu'il faut comprendre, il fait son bain de bouche, il a désinfecté. Ce qui crache, c'est, on va dire, probablement ou non contaminé. Après, le problème qui va se poser, c'est que comme il respire, s'il est contaminé, il en remettra. Mais la bouche aura été désinfectée. Oui, il va le cracher. oui, tout à fait. Alors, vous savez, je pense une chose, c'est que il m'est venu cette idée, c'est que je ne sais pas si vous avez vu le film Tchernobyl, la vidéo, la série. Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que si on ne fait pas ces choses-là, on va être comme les pompiers en première série de Tchernobyl. C'est-à-dire que les Russes ont envoyé les pompiers alors qu'il y avait le feu dans Tchernobyl et qu'il y avait des radiations. Et les types sont arrivés avec un petit chapeau pour éteindre le truc pour éteindre l'incendie avec leur pompe normale. Et puis ils sont tous morts. Ils sont tous morts. On les a envoyés au casse-pipe. Et nous, le problème, c'est un peu ça. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pas de la rigolade, quoi. Ça peut être Tchernobyl. Non, c'est pas de la rigolade. Donc, si là, tout le monde est dans les starting blocks pour recommencer le 11, moi, j'y crois pas du tout, mais si jamais vous ne vous sentez pas prêt, ce que je vous disais, se déclarer prêt. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'y allez pas. Vous perdez une semaine de plus, mais une semaine de plus, demandez à mon ami Jérôme ce que ça a été sa semaine d'intubation au réveil, ça fait frissonner. Donc, vous n'y allez pas. Si vous ne vous déclarez pas prêt, donc vous avez tout bien les informations, vous avez compris toutes les informations et vous êtes prêt à vous adapter en cas de changement, vous ne décollez pas. On ne décolle pas. Pas difficile. Hein. Et Franck, je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est très intéressant. Il y avait Denis Simon, bon, qui vient de nous quitter, qui est médecin urgentiste et qui notamment propose à tous les professionnels de santé aujourd'hui qui nous suivent dans la reprise de leur activité de mettre toutes les checklists et tous ces protocoles à l'épreuve en situation de stress Ouais. avant de redémarrer, voilà, de se mettre dans une situation qui est la plus complexe à gérer pour voir si tout le monde est opérationnel. Ouais. Et je trouve ça la remarque intéressante. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait les checklists, souvent on me dit oui, mais là, pour ce patient, je n'avais pas le temps. C'est justement quand on n'a pas le temps, quand on est à la bourre, quand on est fatigué, qu'on est stressé, que la checklist, elle est valide. Si vous avez qu'un patient par jour, que vous êtes cool et que vous êtes détendu, vous allez vous souvenir de ce qu'il faut faire. La checklist, elle est là pour les situations d'urgence. Vous avez un feu incendie dans un cockpit, vous sortez la checklist. Voilà. La première chose, c'est continuer à piloter, puis après, vous avez vos procédures et vous la suivez. Vous avez appris à suivre cette checklist. Nous, on n'a pas cette culture encore en dentisterie, il va falloir changer. Ouais. Il y a des questions sur la décontamination de l'air. Alors, hier, on a eu, ou avant-hier, un très, très intéressant webinaire avec Jean-Paul Mangion de l'Université de Corté. Pour lui, la meilleure façon de décontaminer l'air, c'est d'ouvrir la fenêtre. Ouvrir la fenêtre, absolument. Ouvrir la fenêtre et en un quart d'heure, vous avez un renouvellement, à moins que vous ayez un vasistas dans une énorme pièce, mais un quart d'heure. Et il réserverait tous les systèmes de filtration, décontamination aux pièces borgnes.
Mais sinon, vous ouvrez les fenêtres un quart d'heure après chaque patient. Le temps de faire le bio-nettoyage, etc. Donc, ça peut même être relativement peu impactant sur le nombre de patients. On va peut-être avoir 2 ou 3 patients en moins en patients opérationnels par jour. Ça ne sera peut-être pas si impactant que ça. Mon copain, on parlait de l'air ambiant et Ruben me disait la même chose. C'est-à-dire qu'il a vu aussi des spécialistes au Chili, justement, de bactériaux et de virologie, qui lui ont dit tu ouvres tes fenêtres, tu aères tout, et la meilleure chose, c'est de tout aérer. Tout à fait. Et il y a un problème de la clim aussi. Donc, éviter la clim ou ne pas la faire fonctionner trop froid si on la fait fonctionner. Ouais. Le problème des clims, c'est comme on n'a pas des clims avec des filtres médicaux, parce que ça demanderait des moteurs extrêmement puissants. En fait, la clim, elle va prendre l'air, elle va un peu le concentrer, le renvoyer, enfin, on tourne en circuit fermé. Donc, à moins d'avoir des clims qui vont chercher l'air extérieur, c'est des clims double flux, utilisez plus vos clims. Ça va être compliqué parce que vous êtes à travailler à Marseille, il va faire bien chaud et vous ouvrez les fenêtres dans le bloc. C'est vrai que ça va être compliqué. C'est comme ça. Je me permets, il y a encore alors, Ouais. une question qui revient, c'est crachoir ou pas crachoir? Moi, ça fait bien longtemps que j'en Ouais, ai moi, pas. on n'en a pas. Bon. Donc, Donc, on va prendre en considération qu'il ne faut plus en Je avoir. pense que là, Patrick et moi, on est mal placés parce qu'on a tous les deux une activité chirurgicale. Mais comme ça, intuitivement, je pense que ça, c'est le genre de choses qui va disparaître des unités. ouais. Et c'est Une pour ça que question sur les… Pensez quand vous ajoutez un truc dans votre cabinet, un crachoir, une aspiration, un moteur spécial filtre, il faut le nettoyer. Pensez qu'à chaque fois que vous avez un truc nouveau, il va falloir le nettoyer et passer du temps à le nettoyer. Il y a une question, après, c'est difficile peut-être d'y répondre. Si on a plusieurs salles de soins, peut-on passer d'une salle de soins à une autre pendant que la précédente est en train d'aérer et d'être nettoyée? Comme ça, si jamais vous êtes capable de changer votre surblouse de façon propre et de ne pas balader, parce qu'on revient à l'essentiel. Quelle est la menace? La menace, c'est l'aérosol. Donc les bactéries, le virus est dans l'air et vous allez travailler, vous avez la turbine, etc. Vous allez en avoir sur vous, sur votre visage, sur le calot et sur la blouse. Donc vous sortez dans la salle, dans la pièce d'à côté. Le mieux, c'est de ne pas emmener vos aérosols. Donc là, ça serait plutôt bien de demander à Jean-Paul Mangion comment faire pour les protocoles où on va avoir des protocoles officiels. Mais en tout cas, il faut être capable de retirer ça sur blouse proprement. Enfin, non, techniquement, c'est possible, mais il faut apprendre à le faire. Là je n'ai pas la réponse. Il y avait une question, peut-il équiper les patients de surblouse quand on ne fait pas de chirurgie? Moi, je pense que c'est plutôt mieux. Ce n'est pas le surcoût d'une blouse. D'abord, c'est une image de rigueur. Même si ça ne va pas changer la vie, je pense que si le patient arrive dans votre cabinet, vous le faites laver les mains, passer le gel, se rincer, mettre les chaussons et mettre la surblouse, vous êtes du côté de la rigueur. Et les patients vont avoir la trouille de venir chez vous. Regardez, les cabinets des médecins sont vides. Et si vous leur montrez que vous respectez cela et que vous êtes rigoureux, ben je vais vous dire, les patients vont revenir. C'est tout. Et moi, il me semble que c'est un des facteurs qui peut faire qu'on va se sortir de ce merdier-là. Non, Franck? Ouais, on avait dit pas de gros mots. Excuse-moi, oui, oui. Tu as vu, je t'ai pas traité de rien du tout. Je me suis bien tenu. C'est une blague entre nous. Non, mais tu as raison. Tu as raison. C'est une discussion aussi qu'on avait avec Jean-Paul. J'étais son modérateur. Lui, pour les surchaussures, par exemple, il n'était pas tout à fait d'accord parce que techniquement, ça ne sert pas. Et je lui faisais remarquer que ça fait partie quand même de l'habillement et de les signes de rigueur que l'on affiche. Si vous faites ça, c'est qu'a priori, ce n'est pas que du cinéma, c'est qu'on a une vision globale de notre sécurité. Je serais plutôt pour la surblouse. Alors maintenant, à quel moment vous la faites quand vous avez des grosses structures comme les nôtres avec des salles d'attente, c'est pas simple. Mais sur des cabinets où vous limitez les déplacements, où vous avez peu de personnes, une personne à la fois,
vous pouvez très bien imaginer qu'il va mettre ça sur blouse avant de rentrer dans le cabinet. Enfin, ça, c'est des choses qu'il faut bien voir. Ce que je vous dis là est intuitif, mais peut-être que c'est pas. Il faut le réfléchir différemment. Et puis, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, quelqu'un dit les surblouses sont difficiles à trouver. On est bien d'accord. On a tous le même problème. L'autre question, c'est mettre les charlottes pour les patients. Nous, on a toujours mis les charlottes pour les chirurgies. Maintenant, on peut très bien mettre des charlottes et c'est un point de plus. Hein. C'est pas un problème que de mettre une charlotte et leur donner. Ouais. Les cheveux, ça fait partie des organes très contaminants. Ouais, Très contaminants. tout à fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour les protocoles de sécurité, vous allez avoir des instructions, enfin des recommandations par les organismes officiels. Et puis, vous avez des gens, encore, je cite encore mon ami Jean-Paul, parce qu'il a fait 15 ans qu'il travaille sur le sujet. Vous allez avoir son webinar qui est en replay sur le site French Tooth. Mais nous, ce qu'on voulait, le but de ce matin, c'était de vous mettre en garde contre nos biais cognitifs, nos, Ouais. nos, nos erreurs, mais qui sont normales. Je n'ai aucun sentiment dans ce que je vous dis. Je n'ai aucun jugement de valeur. Je suis très factuel. Je vous dis ce qui se passe et ce qui va se passer. Donc, à partir du moment où on est prévenu, on est un peu mieux armé pour faire face au fait qu'on va relâcher notre attention rapidement. Voilà. Donc, on va mettre en place les protocoles qu'il faut. Mais encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel. Si c'était exceptionnel, ça ne marcherait pas. Si ça marche, c'est parce que c'est KISS, hein? Keep it simple and stupid. Hein? Voilà. Tout à fait. Il y a une question de prothésiste dentaire qui peut paraître intéressante. C'est comment vont être gérés les dispositifs prothétiques, les allers-retours, les essayages, les empreintes avec les laboratoires? Je suis désolé pour cette bonne Non, question. mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport à ce qu'on faisait avant? Peut-être avec les boîtes à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a le problème maintenant des coursiers, la manière dont le coursier va rentrer dans le cabinet, il va déposer ses boîtes, etc. Mais sur les empreintes, je sais qu'elles sont traitées, elles sont décontaminées. Ça serait bien que le laboratoire ait quelque chose vienne en inverse, mais on ne part pas quand même de très très loin. Hein. Dans le monde dentaire, on a quand même des protocoles qui sont éprouvés à partir du moment Absolument, où absolument. vous les appliquez. Normalement, on est quand même on est à ça d'être bon pour faire face au Covid. Hein. Absolument. On doit gérer différemment le patient, mais le reste, on sait le faire quand même. Il y avait une question, Franck, très importante de savoir si tu étais dans un hangar d'avion. Je pense qu'il vient de ta grotte isolée. Je vais vous montrer, je suis dans mon chai. Je suis confiné, voilà, et c'est des cuves, voilà, c'est des cuves de Voilà, je vinification. voulais que tu le montres. Tout à fait. Voilà. Tu n'as pas bu trop de pinard? C'est bon? Euh, il est temps de remonter à la capitale. Là. Parfait. Il y avait encore un certain nombre de questions. N'hésitez pas, si on n'a pas pu y répondre aujourd'hui ou vous voulez de plus amples informations, de nous les faire parvenir sur l'adresse où vous êtes inscrit à la conférence, donc On y répondra. contact@southernemplant.fr, et nous centraliserons tout ça pour les retransmettre à Franck et Patrick qui, je pense, vous apporteront des réponses très, très rapidement, comme nous ferons aussi également un retour sur les protocoles et différentes communications que le docteur Renoir nous partagera. Nous reviendrons vers vous notamment pour vous informer d'une date de formation un petit peu plus aboutie sur les facteurs humains qui sera développée par le docteur Renoir prochainement. Et bon, voilà, sachez que nous travaillons tous aussi sur des outils pour apporter un support à la mise en œuvre de ces protocoles et simplifier nos actions quotidiennes. Je remercie voilà, le docteur Renoir pour son travail très, très clair. Merci Patrick aussi pour tes interventions. Je pense que, parce qu'il y a encore beaucoup de monde connecté, ça a reboosté tout le monde et redonné confiance comme quoi on pouvait reprendre le travail dans 15 jours.
en appliquant bien sûr des protocoles assez sécuritaires qui permettront de prendre en charge à nouveau les patients. Voilà. Merci, Merci Emmanuel. merci à tous. Merci à tous. Voilà. Et puis, bon courage à tous et d'ici là, vous restez confinés. À bientôt. Exact. À bientôt. Au Allez, revoir. bye bye. Au revoir.